Voilà, bonsoir. Nous sommes très nombreux ce soir. Mesdames, Messieurs, c'est vraiment avec grand plaisir que j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette conférence grand public organisée par l'Université de Genève. Je vois que nous sommes très nombreux. Nous avons dû ouvrir un deuxième auditoire pour cette conférence qui suscite beaucoup d'intérêt. Et on voit que le monde des bébés est un monde fascinant qui attire les foules. Donc, je voudrais vous donner une petite introduction en fait, à l'organisation de cette conférence et au contexte de cette conférence. La doctoresse Ghislaine Dehaene-Lambert en fait, participe en ce moment à un colloque scientifique que nous organisons au campus Biotech et qui est centré sur la neurobiologie des troubles psychiatriques. Alors, cette conférence scientifique est organisée par le NCCR Synapsi et j'aimerais vous donner quelques informations sur ce qu'est le NCCR et pourquoi avoir invité cette conférencière dans ce contexte. Donc, le NCCR, en fait, c'est un pôle de recherche national qui est soutenu par le Fonds national suisse depuis 2010 et qui finance en fait la recherche dans l'arc lémanique sur les neurosciences psychiatriques. Et ce pôle de recherche en fait a permis la création d'une large communauté de chercheurs neuroscientifiques, donc des neurobiologistes qui se sont associés à des cliniciens pour essayer de mieux comprendre l'origine des troubles psychiatriques. Et en fait, l'un des buts principaux de ce centre NCCR, c'est d'étudier les bases biologiques des troubles psychiatriques, mais aussi d'établir une forte collaboration entre les neurosciences fondamentales et les cliniciens qui travaillent dans le domaine de la psychiatrie. Alors, nous essayons, dans le contexte de ce NCCR, d'étudier le neurodéveloppement pour essayer de mieux comprendre l'émergence des troubles psychiatriques. Et l'une des particularités de nos cohortes cliniques, donc de patients que nous étudions dans ce pôle de recherche, c'est de s'intéresser aux patients à haut risque et vulnérables pour des troubles psychiques, d'où cet intérêt grandissant pour mieux comprendre les phases précoces du développement et peut-être des facteurs de risque précoces dans l'émergence de ces troubles psychiatriques. Et vous voyez ici, très rapidement, dans ce schéma, en fait, l'organisation de notre pôle de recherche. Nous avons 5 grands projets où nous étudions en fait les origines de la schizophrénie, nous étudions également l'autisme et aussi les maladies liées au stress. Et si vous êtes intéressé par en savoir plus, vous pouvez aller sur le site internet du NCCR Synapsi où vous avez des détails sur les recherches qui sont menées dans ce domaine. Donc c'est vraiment une entreprise qui a débuté il y a environ 8 ans, qui est en cours et qui implique un grand nombre de chercheurs à la fois à l'Université de Genève, à l'Université de Lausanne, mais aussi à l'EPFL, et où on travaille sur des modèles animaux, où on essaye de déchiffrer les bases cellulaires et moléculaires de cette vulnérabilité, et où nous avons vraiment besoin, dans ce contexte, de comprendre chez l'homme le développement précoce. Et c'est là vraiment le but de cette conférence, de vraiment mieux comprendre le développement de l'enfant normal, la physiologie de ce développement cérébral, d'où cette invitation ce soir. Et donc, j'aimerais maintenant passer la parole à la professeure Petra Uppi, qui est médecin-chef au service de développement et de croissance aux hôpitaux universitaires de Genève et qui va vous présenter maintenant la conférencière de ce soir. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Alors, j'ai le plaisir effectivement de vous introduire pas seulement la conférencière, mais aussi un petit peu plus la thématique de ce soir. Et c'est le fait qu'on aimerait vous présenter un peu plus la science du développement de l'enfant. Comprendre pour mieux soutenir. Donc la science qui s'intéresse finalement très fortement aux premiers pas du développement d'un enfant. Le cerveau se construit entre contrôle génétique, recherche fondamentale, et environnement, donc activité, contact, interaction, et ça tout de début de l'âge
pour après consolider alors le développement moteur, le développement langagier, le développement cognitif, donc comprendre, le développement affectif et social, les émotions, les interactions. Et vous voyez bien avec l'évolution de ce petit cerveau-là à côté qu'il y a beaucoup de choses de manière structurelle et fonctionnelle qui se font en parallèle. Et avec la moderne technologie de la neuroimagerie, on peut maintenant suivre ça en direct, tant avec l'imagerie par résonance magnétique et aussi par l'électroencéphalographie. Et on est très très contente que ce soir, on a vraiment une star de cette science du développement de l'enfant avec nous, Ghislaine Dehaene-Lambert. Elle est pédiatre comme moi. Elle, par contre, il y a 30 ans, elle s'est décidée qu'elle mettait tout à comprendre cette science. Elle laissait un petit peu à côté la clinique. Mais comme on reste en contact, on se connaît depuis bien des années, je pense que la clinique au sein des HUG, avec leur prochain centre du développement de l'enfant, va aussi profiter de cette science que vous allez écouter ce soir. Bienvenue, Ghislaine. Merci beaucoup Petra. Je dois dire que pour nos premières recherches en imagerie, à l'époque, j'ai contacté Petra parce que nous, on ne savait pas faire. Et les premières acquisitions IRM ont été faites ici à Genève, enfin une des premières en tout cas, et en Europe certainement. Et donc Petra nous a beaucoup aidé au départ à lancer un petit peu ce programme de recherche. Donc merci Petra et bonne chance pour ce nouveau centre. Alors, à quoi pensent les bébés? Je vois que vous êtes venus nombreux pour savoir à quoi pensent les bébés. Et j'ai peur que vous soyez un peu déçus parce que je ne sais pas à quoi pensent les bébés, comme je ne sais pas à quoi vous pensez actuellement. Mais par contre, ce que je peux essayer de vous montrer ce soir, c'est un petit peu ce qu'on sait plus sur ce développement cérébral, sur ce développement cognitif et comment on peut envisager de l'étudier. Alors, généralement, on parle, quand on parle du cerveau, quand on parle de l'humain, quand on parle des réalisations fantastiques que font les humains, on s'intéresse à ce gros cerveau. J'espère que ça marche, oui. Voilà, celui de l'adulte, et on dit, voilà, les adultes, les humains, ils envoient des fusées sur la Lune, ils font des poèmes, ils écrivent de la musique. Pourquoi? Parce qu'ils ont un gros cerveau, un cerveau beaucoup plus gros que celui des autres animaux, comme par exemple nos cousins les chimpanzés. Mais le bébé que vous voyez ici, il a un tout petit cerveau. En fait, il est guère plus gros que celui d'un chimpanzé adulte. Et pourtant, dans cette période qui nous intéresse, nous les pédiatres et nous encore plus les néonatologistes, il se passe des choses extraordinaires. Donc on peut maintenant imager, grâce à l'imagerie cérébrale, à partir donc malheureusement de ces petits qui arrivent un peu trop tôt parmi nous, donc disons 6 mois de grossesse, là c'est le plus jeune qu'on ait pu sauver, mais on peut donc regarder leur développement cérébral jusque, disons, moi la période qui m'intéresse, c'est vraiment les tout premiers mois de vie, et on voit que durant cette période, en fait, se lancent des choses extraordinaires. Ce sont les périodes où le langage va commencer, où la cognition sociale démarre, ou ce qu'on appelle dans un grand terme la métacognition, c'est-à-dire le moment où, comme vous le voyez ici, l'enfant réfléchit sur lui-même. Et ça, ce ne sont pas des acquisitions adultes, ce sont des acquisitions qui sont lancées déjà pendant cette période-là. Et la grande question qu'on a, c'est comment ce petit cerveau, pas plus grand que celui d'un chimpanzé, est pourtant déjà lancé sur cette trajectoire de développement cognitif, et en quoi d'ailleurs certaines des particularités qu'on voit chez l'adulte, comme par exemple les asymétries hémisphériques, dont on va parler tout à l'heure, et dont on fait grand cas chez l'adulte, en fait ne sont là que parce qu'elles ont été utiles pendant le développement. Et donc maintenant, grâce à l'imagerie, on peut regarder cette période-là. Alors, avant de se lancer dans ce que font les bébés, je voudrais juste vous faire un peu prendre conscience de ce que fait votre cerveau en ce moment. Je suis sûre que vous pensez « je suis moi » et « je suis quelque chose d'unique » et je ne vois pas en parcelles ou en parties. Mais ce que vous faites en ce moment, c'est quelque chose de très compliqué qui met en jeu beaucoup de régions de votre cerveau. Par exemple, vous m'écoutez, vous écoutez de la parole. Alors attendez, il faut que je me rapproche. Ça m'apprendra à marcher partout. Alors là, vous m'entendez en français, vous n'avez pas tellement de mal à me comprendre, mais là, je vais vous faire juste écouter une petite phrase.
Africa. Impela. Bon, j'ai juste pris une phrase. C'est du Swahili. Bon, ça serait du bruit, pour vous, ça serait la même chose. C'est-à-dire que, alors que quand vous m'écoutez, vous n'avez aucun mal à reconnaître des syllabes, à reconnaître des phonèmes, à les assembler, à faire des mots et à entendre en fait quelque chose de très structuré. Quand vous entendez le Swahili, je vous le remets. Africa. Impela. Qui ne connaît pas le Swahili est capable de me dire où sont les mots. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la parole, c'est un signal continu. C'est-à-dire, ce qui pour vous est un signal segmenté, ce n'est pas le cas dans le son. Ce n'est pas comme dans la parole écrite où vous avez une pause entre les mots. Donc le bébé, quand il arrive, il entend ça. Comment va-t-il trouver les mots? Ce que vous allez faire ensuite, quand vous écoutez cette parole, vous allez aussi coder des choses comme « Où est la personne qui parle ?» Ben, elle est devant vous, bon, si c'est mon cas. Quelle est mon émotion? J'ai l'air assez enthousiaste et assez parti là. Hein. Est-ce que c'est une voix de femme? Est-ce que c'est une voix d'homme? Est-ce que je parle fort? Est-ce que je parle pas fort? Donc tout ça, ce sont des codages que vous faites online, là, pendant que vous m'écoutez, sans vous en rendre compte. Alors si je passe maintenant sur le codage phonétique dont on parlait tout à l'heure, il vous faut reconnaître les sons. Il vous faut les grouper dans des mots. Par exemple, si je dis une phrase comme « Ces projets sont dans vos mains », vous entendez bien une série de mots séparés. Vous allez les mettre dans une syntaxe qui n'est pas la même si je parle swahili ou si je parle turc ou si je parle français. Avec, bon, là, vous allez reconnaître que projet, c'est un sujet, que son, c'est le verbe, etc. Vous allez, à partir de là, récupérer la signification de ces mots. Donc main, c'est une espèce d'excroissance au bout d'un membre, généralement humain, avec 5 doigts, ça peut se casser. Enfin, vous avez une série de connaissances sur les mains, sur ce que c'est qu'un projet, puis vous allez essayer, à partir de là, de faire un modèle mental. Donc vous voyez peut-être quelque chose comme vous avez des feuilles dans les mains. Et puis, on parlait que de la parole, mais vous êtes en train de me voir actuellement. Je ne suis pas seulement de la parole. J'ai un corps qui bouge, j'ai un visage qui exprime des émotions, et là aussi vous allez faire des calculs. Bon, bah, c'est bien une femme, ça correspond à la voix. Là, sur cette image, il y a des plantes derrière, donc elle est peut-être à l'extérieur, mais en fait on dirait quand même l'intérieur. Ici, je suis devant un écran. Et donc tous ces calculs dont vous n'avez pas conscience, vous êtes en train de les faire exactement en ce moment. Et pour faire ça, vous allez utiliser tout votre cerveau. Donc l'espèce d'histoire qu'on n'utilise que 10% de son cerveau, elle est vraie et elle est fausse. En l'occurrence, elle est fausse ici parce que quand vous allez m'écouter, ça va d'abord rentrer dans votre oreille, la cochlée, le tronc cérébral, le gyrus de Heschel, qui est la partie auditive primaire, qui va dire « Ah tiens, je perçois un son », puis ça va passer derrière en disant « Bah oui, si je dis… gâteau, et si une personne devant moi de sexe masculin dit gâteau, bah, vous allez quand même entendre gâteau, donc il faut normaliser malgré les différences de voix, ça se fait dans la région un peu plus postérieure. Vous allez récupérer le sens, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, bon, je peux continuer, hein, il y a plein de choses, et à chaque fois, vous allez mettre en jeu une région cérébrale différente. Donc ce n'est pas seulement que vous faites plein de calculs à la fois, c'est que vous mettez aussi en jeu plein de régions cérébrales qui sont dispersés dans votre cerveau. Et donc, il y a le visage, tout ça, enfin bref, on peut en faire, et j'aurais pu en mettre plus. Hein. Et donc, il faut que toutes ces régions se parlent, il faut que toutes elles se parlent au bon moment, c'est-à-dire il ne faut pas que tout d'un coup vous perceviez la parole et puis que la région des visages, elle soit restée en retard, parce que comment vous allez intégrer ces deux informations? Alors pour vous, tout va bien en ce moment? Enfin, j'espère que tout va bien pour tout le monde. Donc vous le faites sans problème. Maintenant, vous avez un accident vasculaire cérébral, ce qui peut arriver, notamment chez nos seniors. Et tout d'un coup, vous allez vous apercevoir que ce qui est une évidence, actuellement, que votre cerveau est un, et que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est fait comme ça online, et bien tout d'un coup, vous entendez quelqu'un et vous ne comprenez plus ce qu'il est en train de dire. Vous êtes devenu aphasique, ou tout d'un coup, vous avez des visages autour de vous et vous ne reconnaissez plus personne. Et donc, c'est là qu'on se heurte tout d'un coup au fait que le cerveau, enfin, ce qu'on appelle nos pensées très, très abstraites, en fait, elles sont dans cet organe, et que cet organe, il peut être défaillant.
Alors, il peut être défaillant quand on est âgé, qu'on fait un accident vasculaire cérébral, et aussi, il peut être défaillant quand on essaye de le créer. Enfin, Vous imaginez, tout le monde est d'accord qu'on peut avoir une malformation du rein, qu'on peut avoir une malformation du cœur. Mais dès qu'on parle du cerveau en disant, écoutez, là, il y a peut-être eu des problèmes au moment de l'organisation de ce système complexe, les gens sont très réticents. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression de dire que si je vous dis que cette région-là, elle est défaillante, on ne va rien pouvoir faire. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que donc, ces régions cérébrales qui vont avoir besoin de s'organiser et qui parfois peuvent être défaillantes, soit pour un problème génétique, soit parce que la naissance a été difficile, ou on était prématuré, on a manqué d'oxygène à un certain moment, donc on a eu une lésion cérébrale. En fait, elles se font sur un organe dont le but est d'apprendre. Et c'est ça aussi que je voudrais vous montrer ce soir. Le but du cerveau, c'est d'apprendre. Et il va apprendre avec ce qu'il a. Alors chez l'adulte, malheureusement, comme il a déjà beaucoup appris, quand il perd quelque chose, on voit qu'il manque quelque chose. Mais chez l'enfant, il faut être peut-être plus optimiste en se disant, en fait, l'enfant va construire son apprentissage, il va apprendre avec ce qu'il peut. Et donc, même s'il y a eu des problèmes, il a certainement beaucoup plus de capacité de récupération qu'un adulte avec le même type de lésion. Mais comprenez bien que tout ça, il faut que ça s'organise. Donc il faut qu'on comprenne comment ça s'organise pour pouvoir aider, comme on l'a dit dans les 2 présentations en introduction, pour qu'on puisse aider ces gens qui ont des difficultés. Et je suis pédiatre. Alors au départ, je voulais faire tout ça pour effectivement arriver, comme Petra, avec la clinique et essayer de... Et puis, je me suis dit, mais on comprend tellement peu le développement de l'enfant normal que je ne sais pas comment on va pouvoir aider l'enfant pathologique. Et donc, j'en suis toujours à essayer de décrire l'enfant normal. Alors, comment on organise cette fameuse machine cérébrale si complexe? Alors, juste, je vais vous faire un rappel anatomique très rapide sur un peu 2 grandes étapes, dont a parlé un petit peu aussi Petra, c'est-à-dire avant terme et une fois que vous êtes né à terme, tout ce qui se passe ensuite. Avant terme, le cerveau, il est tout petit, il va grossir, il va surtout se plisser. Pourquoi? Parce que vous avez 2 phénomènes qui se passent. Vos neurones, ils naissent au centre du cerveau et ils doivent se déplacer pour atteindre leur place en périphérie. Donc déjà, vous voyez, le mécanisme, il n'est pas simple. Hein. Au lieu de les créer là où ils devraient être, ils sont au centre et il faut qu'ils bougent. Donc déjà, vous avez des problèmes qui peuvent être liés à la migration neuronale. Mais enfin, bon, généralement, quand même, avouons-le, les gens vont plutôt bien et tout ça se passe plutôt bien. Donc pendant le dernier trimestre de la grossesse notamment, vous avez beaucoup de neurones qui sont encore en train de migrer et qui vont arriver à leur place, à la périphérie du cerveau. Et puis, vous avez aussi les grandes tracts de fibres qui vont connecter ces différentes régions qui se mettent en place également. Donc, en gros, pendant le dernier trimestre de la grossesse, c'est la mise en place des circuits qui vont vous servir à faire tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis, après terme, après la naissance, ici, vous avez déjà un cerveau bien gérifié. D'accord, pas plus grand que celui d'un chimpanzé. Mais tout est grossièrement en place, on va le voir. Et ce que vous allez faire, vous allez plutôt raffiner un petit peu ces circuits et vous allez accélérer le transfert d'informations. Parce que je vous ai montré tout à l'heure que c'était distribué à plein d'endroits. Donc il faut que ces régions puissent se parler. Et il y a de la distance, des fois, entre là et ici, entre mes 2 oreilles, comme dirait France Inter. Ça prend il y a une certaine distance, donc ça prend un certain temps pour transférer l'information. Et donc, il faut accélérer pour pouvoir avoir une transmission d'informations assez rapide. Voilà, bon, par exemple, là, ce qu'on voit, c'est la synaptogénèse, donc la multiplication des connexions entre les neurones, et la myélinisation, c'est-à-dire on entoure l'axone d'une gaine de myéline pour accélérer la transmission. Alors vous voyez, ces données, elles sont assez vieilles, hein, ça, 1920, ça ne fait pas très récent. Et pendant très longtemps, on n'avait que ces données-là, c'est-à-dire peu de données acquises en post-mortem, parce que heureusement pour nous, les enfants, ils vont bien. Donc on n'a pas... on avait aussi cette idée que
cette maturation du cerveau, donc cette accélération qu'on voit post-terme, elle ne se fait pas de façon homogène dans tout le cerveau. Il y a des régions qui vont avoir une maturation très rapide, par exemple après la naissance, les régions visuelles. Donc les régions visuelles sont in utero, le bébé il voit un peu que du rose, enfin le fœtus voit un peu que du rose. Tout d'un coup, il est exposé à la lumière et on a donc les deux phénomènes, une augmentation des synapses. Et puis ici, vous voyez la myélinisation des radiations optiques qui se font, disons, dans les premiers trimestres de vie, les 3 premiers mois. Vous voyez pas à l'inverse que le système auditif, qui est pourtant aussi un système sensoriel important, eh bien lui, il a commencé avant la naissance, c'est ce qui est en violet, là, la myélinisation ici, et puis elle va se poursuivre beaucoup plus longtemps. Puis il y a des régions dont la maturation va se prolonger jusqu'à la puberté, jusqu'à 20 ans même. En fait, on triche en disant que ça s'arrête à 20 ans. Évidemment, ça continue encore. Et il y a des régions comme les régions temporales qui continuent jusqu'à 35 ans, 40 ans. Donc vous voyez, hein, quand on dit on est à 20 ans, on est adulte, ça dépend pourquoi. Hein. Et donc, le cerveau d'un bébé, donc là vous avez un cerveau de 2 mois. Alors on a mis en couleur ce qui d'habitude est en noir et blanc parce que c'est une imagerie qu'on obtient par IRM, donc c'est d'habitude ces coupes qu'on voit en noir et blanc. Ben, on peut reconstruire en 3D le cerveau et puis on peut le colorier en fonction de la couleur de l'intensité du signal qui va nous donner une idée de la maturation. Et vous voyez, il y a des zones très bleues qui sont en fait des zones très matures. Mais il y a des zones très rouges qui sont très immatures. Ça veut dire que vous avez peut-être le même cerveau, peut-être les mêmes circuits, mais la dynamique dans ce cerveau va être très différente de celle que l'on voit chez l'adulte. Alors, comment on regarde ce cerveau? Alors, Petra nous a montré tout à l'heure des images d'IRM. Elles étaient tout en haut, peut-être un peu loin pour ceux qui étaient dans le fond, et d'EEG. En fait, on a des grandes méthodes pour regarder 2 types de grandes méthodes pour regarder le bébé, soit ce qu'on appelle l'électroencéphalographie. Donc là, on est très fin sur la dimension temporelle, c'est-à-dire on peut suivre milliseconde par milliseconde comment le traitement d'un stimulus, par exemple, si je vous montre un visage, combien de temps ça va mettre à se propager dans le cerveau. Alors on avait cette vieille technique qui date des années 1920, hein, les premiers enregistrements EEG, c'est très vieux. Donc c'est une vieille technique. Maintenant on met plein d'électrodes sur la tête, mais c'est toujours la même technique. Maintenant, alors on fait aussi avec la magnétoencéphalographie, c'est un peu le même genre d'information, c'est de l'information temporelle, c'est plus précis parce que le champ magnétique diffuse moins, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une machine qui coûte très cher et qui donne des informations un peu similaires à l'autre. Non, c'est pas vrai, c'est un peu mieux quand même. Pour les bébés, vous voyez, notre gros problème, c'est que les bébés, ils ont une tête toute petite, je ne sais pas si vous voyez, il ne peut pas remplir le casque, et comme le casque ne peut pas s'adapter, en fait, on manque beaucoup d'informations avec ces techniques chez le bébé. Alors, on a d'autres techniques qui, elles, vont nous donner des informations sur le plan spatial, c'est-à-dire là, avec l'IRM, par exemple, ici, vous voyez, on ne peut pas fermer les lumières parce qu'on va avoir, en tout cas devant, ils ne peuvent pas, parce que ça va être toujours un peu... Bon, tant pis. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais là, voilà un bébé préparé à rentrer dans l'IRM. Donc, l'IRM va nous donner des informations très exactes sur le plan spatial, mais par contre, on va perdre l'information temporelle. Donc, l'IRM et l'EEG, par exemple, sont des méthodes un peu orthogonales, puisqu'on va pouvoir obtenir des informations ou temporelles ou spatiales, et peut-être les coupler pour comprendre ce qui se passe. Alors, notre gros problème, parce que vous allez me dire, est-ce que c'est éthique? Je suis sûre que quelqu'un va me poser la question, alors j'y réponds tout de suite. Est-ce que c'est éthique de mettre des bébés dans l'IRM ou dans ces autres techniques? L'EEG et la MEG, il n'y a vraiment aucun problème parce que c'est des dispositifs d'enregistrement. Donc on enregistre, c'est la même chose qu'un électrocardiogramme, la même chose pour les femmes qui ont été enceintes quand on leur mettait un dispositif d'enregistrement des contractions utérines, c'est de l'enregistrement. Donc on ne fait rien, on met des choses sur la tête, mais c'est tout. L'IRM,
effectivement, on met les bébés dans un champ magnétique. Alors, les IRM qu'on utilise sont des IRM cliniques. Maintenant, on a un grand recul sur l'absence de danger d'être exposé à un champ magnétique de 3 Tesla, ici en l'occurrence. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Ma seule inquiétude, à moi, ça serait plutôt le bruit de ces machines. L'IRM fait du bruit. Donc, on est très attentif pour les protéger. Vous voyez ici, là, on ne voit pas très bien parce qu'en fait, on met un isolant acoustique à l'intérieur du tunnel et on en remet un autre autour de l'antenne. Donc, le pauvre bébé, il est entouré d'espèces d'isolants pour essayer d'éviter que le bruit ne soit dommageable. Alors, je dois dire que l'autre question aussi qu'on me dit, bon, c'est bien, vous n'avez peut-être pas trop de danger pour les exposer, mais est-ce que votre bébé, il est d'accord pour participer? Alors, je vais vous dire ça. On le sait tout de suite s'ils ne sont pas d'accord. Ils pleurent. Et donc, dès qu'ils pleurent, ben, nous, on ne peut plus rien faire, parce qu'on essaye de voir, par exemple, s'ils reconnaissent la voix de sa maman. S'il est en train de pleurer, je ne peux plus rien voir. Donc, en fait, les bébés savent très bien nous dire que, bon, écoute, ça va, ça fait 10 minutes que j'écoute tes boniments, là, je voudrais passer à autre chose. Donc, bon. Donc, en fait, on a l'accord du bébé de façon un petit peu indirecte, mais certainement très réelle. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'on avait encore une méthode qui est la spectroscopie dans le proche infrarouge, où on met des toutes petites lumières sur la tête du bébé, donc on est très externe, et la lumière est absorbée par le cortex, par l'oxyhémoglobine et la déoxyhémoglobine. Donc on a une réponse un petit peu du même type qu'avec l'IRM, mais avec une méthode beaucoup plus légère, puisqu'on a juste des lumières qui sont posées sur la tête. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui? Parce que je n'ai pas encore commencé, là. Alors, j'étais obligée de lire ce que je veux vous montrer, parce que je ne me souviens plus très bien. Alors, bon, ça fait à peu près, disons, maintenant, le temps passe, hein, ça fait peut-être 20 ans qu'on fait de l'imagerie. Hein, Petra, qu'est-ce que tu en penses? Oui, déjà 20 ans. Ça passe trop vite. Enfin bref, donc qu'est-ce que nous a montré l'imagerie cérébrale? Pourquoi d'avoir mis des enfants, de les avoir quand même obligés à faire des choses qu'ils n'avaient peut-être pas envie de faire, même s'ils pleurent pour nous dire qu'ils n'ont pas envie de le faire? Qu'est-ce qu'on a pu montrer? Alors, il y avait quand j'ai fait mes études, donc là je vais dire que c'était il y a 30 ans, mes études de pédiatrie, le bébé, à la naissance, était sous-cortical. Je ne sais pas s'il y a des médecins ici qui sont de ma génération. On apprenait ça. Au départ, c'est juste des réflexes sous-cortical. Et ce qu'on va vous montrer, c'est qu'en fait, ce n'est pas vrai. Depuis le départ, c'est-à-dire même chez le prématuré, le cortex, le cerveau fonctionne. Et le cerveau fonctionne pour essayer de comprendre le monde extérieur. Et puis l'autre idée, c'était que tout est dans tout et réciproquement. Hein. C'est une espèce de grosse masse qui est là-haut, pas très organisée. On met un stimulus, ça s'agite un peu. Et puis ça apprend, c'est modelé progressivement par l'environnement. Alors là, totalement faux, c'est pas du tout ça qu'on voit. Alors il y avait une autre idée aussi qui disait seules les régions les plus matures marchent au départ. Donc vous avez un petit peu de cortex auditif primaire, de cortex visuel primaire. Et puis au fur et à mesure que ces régions vont devenir de plus en plus matures, et vous allez acquérir des fonctions de plus en plus complexes jusqu'à l'ultime cortex frontal, bon, peut-être qu'à la puberté, donc il fallait attendre un peu longtemps, qui allait vous donner ces capacités de planification, de fonctions exécutives, etc. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est faux aussi. Tout marche depuis le départ. Donc même les régions frontales. Et ce qu'on a à comprendre, c'est qu'est-ce qu'apportent ces régions-là. Donc, depuis le départ, on a une organisation cérébrale tout aussi complexe que toutes les flèches que je vous ai montrées tout à l'heure. Et ça, dès la période fœtale, avec des asymétries. Bon, je vais peut-être passer directement à des exemples, mais on a ces réseaux. Ces réseaux n'ont pas tout à fait les mêmes propriétés que celles de l'adulte, et c'est ça qui va donner un petit peu la cognition un petit peu différente du bébé et de l'adulte. Parce qu'en fait, je vais vous montrer beaucoup de choses où c'est similaire, mais il faut bien se dire qu'un bébé n'est pas non plus un petit adulte, comme un enfant n'est pas non plus un petit adulte, parce qu'il va y avoir quand même de la maturation dans ces régions. Alors, comment ça se passe? Neurospin, c'est où on travaille. Alors, cette maman vient nous voir avec son bébé. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, c'est Capucine qui va se prêter au jeu de l'expérimentation. Capucine est âgée de 8 mois et sans qu'elle le sache, ses capacités à reconnaître les sons de la langue française intéressent vivement les scientifiques. L'activité de son cerveau va être enregistrée par électroencéphalographie grâce à des capteurs disposés sur un filet. Ça va aller sans coussin. Certaines syllabes prononcées par les personnages ne correspondent pas à la forme que fait leur bouche. Le cerveau d'un bébé peut-il s'en apercevoir? L'expérience réalisée sur des dizaines de bébés montre qu'ils ont tous acquis assez de connaissances de la prononciation de la langue pour détecter cette anomalie. C'est le signe qu'ils font déjà la relation entre les voyelles et la forme de la bouche qui les prononce. Donc, vous voyez, les bébés participent. Les bébés sont très intéressés. Je reviendrai peut-être ça là-dessus. Il y a en ce moment des milliers d'expériences chez les bébés. Et c'est étonnant, en fait, que ça marche. C'est-à-dire que des bébés qu'on amène dans un endroit inconnu, dans un labo, avec des gens qu'ils n'ont jamais vus, on leur fait faire A, 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 I, et ils regardent. Non seulement ils regardent, mais ils essayent de comprendre quand, tout d'un coup, la bouche qui devait faire un A, elle fait un I. Donc, les bébés sont curieux. Et non seulement ils sont curieux, mais ils aiment bien les adultes parce qu'ils veulent bien faire ce genre de choses. Donc, par rapport à beaucoup d'autres animaux, je pense que ça, c'est une des caractéristiques de l'espèce humaine, c'est d'être curieuse et d'aller essayer d'apprendre sur ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, le cerveau asymétrique. Alors, vous savez peut-être que chez l'adulte, le langage est généralement dans l'hémisphère gauche, la réponse au visage est plutôt dans l'hémisphère droit, votre attention va être plutôt dans votre hémisphère droit. Alors après, il y a des grandes théories sur l'hémisphère gauche ceci, l'hémisphère droit cela. Alors ça, c'est de l'extrapolation, mais sur le fait qu'un certain nombre de compétences sont distribuées entre les deux hémisphères, ça c'est vrai chez l'adulte, et pas tellement vrai chez les autres animaux, sauf peut-être chez les oiseaux chanteurs, qui semblent aussi avoir des asymétries très nettes dans leur... alors ils n'ont pas des cerveaux, ils ont des espèces de noyaux, mais ils sont asymétriques. Alors, c'est une chose intéressante parce que je pense qu'elle explique un certain nombre d'apprentissages qu'on peut voir chez le bébé. Alors, par exemple, voir des visages. Vous avez ici une étude en IRM chez l'adulte, et on a présenté à ces adultes différentes images, soit des visages, soit des maisons, soit des damiers qui tournent. Et vous voyez qu'à chaque fois que vous présentez ces images, vous avez une activation qui est différente. Donc ces régions qu'on voit par exemple en rouge, ce sont des régions qui répondent plus au visage qu'à d'autres types d'images. Et cette organisation de la région ventrale, alors peut-être que je vous explique, c'est une coupe horizontale du cerveau, l'avant du cerveau est là, et là vous avez le côté droit, là c'est une coupe dans le sens de la couronne, donc la droite est à droite, la gauche est à gauche, d'accord? Et vous voyez que les taches de couleur, elles sont assez précises et assez rangées de chaque côté de la ligne médiane. Et qu'en fait, si vous regardez, ce qui m'intéresse que vous regardiez, c'est la tache rouge. La tache rouge est beaucoup plus importante à droite qu'à gauche. Donc chez l'adulte, c'est vrai aussi chez des enfants de 9 ans. Vous voyez, donc, la tache rouge correspond à la réponse au visage, la réponse, les activations qui sont plus importantes pour les visages que pour toute autre image. Et donc, chez l'enfant de 9 ans, on a déjà la même organisation que chez l'adulte. Alors, la réponse au visage, c'est quelque chose de très général dans les espèces. Je vous ai mis ici les singes. Alors, les singes, ils ont des réponses symétriques, mais eux aussi ont des réponses, évidemment, au visage. Ça fait partie des choses importantes dans une espèce de reconnaître les congénères. Alors là, c'est une étude qui vient d'être publiée en 2016. Chez 9 bébés, bon, là, les adultes, on tourne autour de 20 adultes. Les enfants de 9 ans, on est à 15. Là, les bébés, on réduit drastiquement le nombre parce que pour avoir des bébés éveillés dans l'IRM qui regardent des visages, eh bien, c'est pas facile. Donc en fait, ils ont réussi à en avoir que 9. Mais on trouve donc la réponse qui était en jaune ici, qui est la réponse aux maisons, il y a tout ce qui est paysage, elle est en bleu ici, on voit qu'elle est médiane, elle est pareille que chez les populations plus âgées. Et la réponse des visages est maintenant en orange-jaune, vous la voyez des deux côtés, et elle semble assez bilatérale.
Et donc, dans cette étude, il montrait que déjà, les bébés avaient des réponses un peu organisées entre, d'un côté, les paysages et de l'autre côté, les visages, mais peut-être pas les asymétries qu'on décrit plus tard. Alors, avec deux collègues, Jessica Dubois et Parvane Adipour, on s'est dit, bon, l'IRM, c'est bien joli, mais on comprend, c'est un petit peu difficile, comme vous l'avez vu, et puis en plus, c'est juste une asymétrie dans les activations. Peut-être ça serait plus joli de regarder les réponses quand on présente les visages dans un émichant. Pourquoi on fait ça? Parce que si je vous présente un visage ici, dans votre émichant gauche, donc si vous regardez au centre tout ce qui est sur votre gauche, eh bien, ce visage est perçu par votre hémisphère droit. Vous vous souvenez qu'on croise toujours dans l'organisation du système nerveux, les informations gauche vont à droite, les informations droite vont à gauche, etc. Et donc, si je vous présente ce visage-là, vous allez le percevoir dans votre hémisphère droit. Et puis ensuite, grâce à un gros réseau de fibres qu'on appelle le corps calleux, il est transféré de l'autre côté. Maintenant, si je vous présente cet autre visage dans votre hémichant droit, ben, il va être passé dans l'hémisphère gauche et il va être transféré de l'autre côté. Alors ça, c'est des bébés pendant le premier semestre de vie. Vous voyez, on peut en tester 40, ça va beaucoup mieux qu'en IRM. Hein, ils préfèrent. Et puis, on regarde donc, le voltage, donc ce qu'on recueille en surface avec ces électrodes. Tout ce qui est rouge est positif, hein, dès qu'on monte vers le rouge c'est positif, quand on descend vers le bleu c'est négatif. Donc on a une carte du voltage, donc des réponses cérébrales sur la surface de la tête et on avance par pas de 100 millisecondes ici. Et donc vous voyez, quand on a des visages à gauche, eh bien on a une réponse de l'autre côté, à droite. Quand on présente des visages à droite, on a des réponses de l'autre côté. Alors, on avait quelque chose au centre qui lui permettait de garder l'attention du bébé au centre, et les images, elles allaient assez vite de chaque côté pour éviter qu'il donne un coup une saccade vers le côté. Donc, vous voyez qu'on a bien réussi, puisque quand on présente les visages à gauche, on a une réponse à droite, les visages à droite, et puis ensuite, ça passe via le corps calleux. Donc ça, jusque-là, très bien. Maintenant, on a fait plus rusé. On a présenté un visage nouveau. Donc vous avez le premier visage, là, et puis tout d'un coup, il y a un visage nouveau. Donc là, sur le côté gauche. Donc vous vous rappelez, côté gauche, ça va dans votre hémisphère droit, et vous voyez une réponse très nette au changement de visage. Donc votre bébé, vous avez changé de visage sur son côté gauche, pas de problème, il discrimine. Alors qu'on va assez vite, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait de l'autre côté? Donc là, même chose, c'est l'autre visage, il y a un nouveau visage, et là, rien du tout. Donc, conseil pour les mamans, en tout cas pendant le premier semestre de vie, quand vous venez de sa droite, il ne vous reconnaît pas. Non, mais c'est des choses bêtes, hein, mais avant de faire l'expérience, on ne le savait pas. Et donc, vous avez cette asymétrie qu'on ne voyait pas en IRM, mais qui est ici, c'est-à-dire ils répondent au visage, d'accord, à gauche et à droite, mais ils ne savent les différencier, en tout cas pendant le premier semestre de vie, que lorsque vous êtes dans son hémichant gauche, ou au centre évidemment, mais si vous venez de l'autre côté, bah, alors, il va tourner la tête, hein, parce qu'il va avoir du mouvement, ça va l'amener à se tourner, vous allez vous retrouver dans son champ visuel et il va vous reconnaître. Mais bon, on a des asymétries comme ça. Et à cet âge-là, le corps calleux n'est pas assez mature pour transférer l'identité de l'image, parce que vous pourriez dire, ben voilà, d'accord, vous me dites que l'hémisphère gauche, il n'est pas capable de discriminer, mais vous m'avez expliqué qu'avec le corps calleux, ça pouvait passer à droite, et le droit, il discrimine. Mais en fait, ce corps calleux, il est encore très peu fonctionnel à cet âge-là, et donc, même de l'autre côté, on n'a pas de discrimination. Donc vraiment, tous les visages qui sont présentés à droite, en tout cas pendant le premier semestre de vie, sont très mal reconnus, discriminés, disons, par le bébé. Alors, ça, c'est la vision. Je vous ai dit que le langage était à gauche. Est-ce qu'on le voit aussi en IRM, là? Alors là, on fait écouter de la parole à des bébés, soit des blocs de 20 secondes, soit des toutes petites phrases. Et en fait, on s'aperçoit que lorsqu'on compare les réponses à droite et à gauche, et bien, comme chez l'adulte, on a des asymétries. Ici, dans cette région en arrière, là qu'on appelle le planum temporale, qui n'est pas une région inintéressante, parce que c'est la région qui code justement les phonèmes, qui code ces petits sons de la langue qui vous permettent de différencier bateau de gâteau, et région qui est souvent trop symétrique chez les enfants qui ont des troubles de la lecture, comme la dyslexie, ou des troubles du langage, comme la dysphasie. Donc en fait, c'est une région qui est déjà foncièrement asymétrique.
Quand on regarde, alors on s'est dit, bah d'accord, mais peut-être que cette région, elle répond toujours plus à gauche qu'à droite, quel que soit ce qu'on présente. Donc dans une autre étude, on a présenté soit la voix de la maman, soit ici, vous voyez, soit la voix du bébé, soit la voix de la maman du bébé précédent. Donc c'est une maman toujours, mais ce n'est pas la maman du bébé. Et donc vous voyez que ou de la musique, vous voyez que dans les deux cas, quand c'est une voix, la réponse est beaucoup plus forte à gauche qu'à droite, alors que la réponse est symétrique pour la musique. Donc c'est bien parce que c'est le langage, la parole, qui est le stimulus qu'on présente, qu'on a cette asymétrie en faveur de la gauche. Alors pourquoi j'insiste un peu sur ces asymétries droite-gauche? Je veux dire, bon d'accord, elle a ça, très bien. En fait, parce que vous devez vous rendre compte qu'un bébé, il a deux choses à apprendre. Si vous êtes un petit macaque, vous avez en gros, vous êtes un groupe social, les macaques ont des groupes sociaux, vous devez reconnaître qui est le mâle dominant, où est maman, etc. Donc vous devez reconnaître des individus, vous devez reconnaître ce que j'ai appelé ici le messager. Donc ça, nous, comme les autres animaux, ben, on doit le faire, on doit savoir qui est papa, qui est maman, où est ma grand-tante, etc. Mais ce qu'on doit reconnaître aussi, c'est le message, parce qu'on a eu cette invention géniale dont on parlait tout à l'heure, d'utiliser la parole pour transmettre de l'information avec tous ces systèmes de codes dont on parlait au départ. Et donc, il faut que d'un côté, le bébé normalise entre les personnes, c'est-à-dire je suis en train de parler, quelqu'un d'autre, mon mari est en train de parler à côté de moi, donc le papa est en train de parler. Si on dit la même chose, il faut que le bébé s'aperçoive que c'est la même chose. Donc il faut normaliser, c'est-à-dire il faut négliger les différences entre voix pour aller au message. Par contre, si il a aussi besoin de savoir que c'est papa et pas maman qui vient de rentrer et qui est en train de parler. Donc, à partir du même stimulus, il doit faire deux choses. Être d'un côté très abstrait pour retrouver le message et d'un autre côté très concret pour savoir qui est qui. Et donc, une des façons de faire, c'est de distribuer ces informations sur les deux hémisphères et de laisser faire chacun son travail. Et donc, d'avoir ces asymétries qui permettent d'apprendre deux choses à la fois à partir du même stimulus. Alors, comment on peut le voir, par exemple, qu'ils font vraiment deux choses à la fois? Ici, donc c'est un petit peu la manip que vous voyez, qu'on a vue au tout départ. On présente donc un visage d'homme ou de femme qui fait A ou qui fait I. Et puis le visage disparaît et on fait écouter au bébé soit A, soit I. C'était ce que vous aviez un peu tout à l'heure, qui est dit par une voix de femme ou une voix d'homme. Et donc, qu'est-ce qu'on regarde? On va regarder la réponse cérébrale à cette voyelle auditive et regarder comment elle dépend de ce qu'il a vu juste avant. Est-ce que s'il entend un A et que juste avant, il y avait un visage qui faisait un A, c'est différent de est-ce que j'entends un A si le visage d'avant faisait un I. Vous voyez, c'est même pas immédiat, c'est ce qui s'est passé juste avant. Et en fait, on voit qu'effectivement, quand la voyelle audio n'est pas congruente avec le mouvement articulatoire, on a des différences entre les essais congruents et incongruents, et que cette différence est différente, si je puis dire, de celle où c'est la voix qui n'était pas congruente avec le genre des visages. Bon, vous êtes un peu perdus, tout ça pour vous dire que les bébés traitent tout ça à la fois, qu'on fait des expériences très complexes pour essayer de le comprendre, et qu'on voit, quand on regarde quelles sont les régions qui pourraient nous donner ça en surface, des différences à droite pour la voix, à gauche pour les changements phonétiques, comme on le verrait chez l'adulte. Là, c'est une autre étude en IRM, et on trouve un petit peu encore des asymétries entre hémisphère gauche, hémisphère droit, et où on voit aussi que déjà dans l'hémisphère gauche, dans cette région du planum temporale, on a plus de réponses pour la voix de la mère, donc vraisemblablement un meilleur encodage de ce qui est dit quand c'est une voix connue, et que ça aide sans doute le bébé à stabiliser les apprentissages sur sa langue maternelle. Bon, comme j'ai peur de vous perdre, nous allons passer un peu là-dessus et aborder un autre sujet, parce que depuis le départ, je vous dis, bon, vous avez vu qu'il y avait des asymétries, qu'il y avait donc ces réseaux qui ne faisaient pas tout à fait les mêmes choses, que c'était peut-être différent entre gauche et droite. Et depuis le départ, je vous dis, mais ça existe depuis très longtemps, enfin très longtemps dans le développement.
Et on a essayé d'étayer un petit peu ce que je suis en train de vous dire avec Fabrice Valois et Madi Madouzadeh à l'hôpital de Amiens, où on a regardé un petit peu comment des prématurés de 6 mois de grossesse répondaient à ces changements de syllabes et à ces changements de voix. Alors, 6 mois de grossesse, je vous rappelle, on a les neurones qui sont encore en train de se déplacer pour gagner leur place. En fait, il y a plus de neurones qui ne sont pas encore arrivés que de neurones arrivés en place. Le cerveau est très lisse et l'électroencéphalogramme qu'on enregistre est un électroencéphalogramme très bizarre, avec des régions, des moments où pendant 20 secondes, on a l'impression qu'il ne se passe plus rien. Donc, c'est vraiment pas du tout ce qu'on voit par la suite. Donc, quelque chose qui est encore pas très organisé. Et pourtant, quand on leur fait écouter mes fameuses syllabes babababa, bababaga, vous allez voir ce qu'on voit. Donc là, on ne voulait pas bouger les bébés, donc ils sont restés dans leur incubateur. Et ça marche ou pas? Ah, voilà. Ils sont restés dans leur incubateur et on leur a mis ces fameuses lumières rouges sur la tête qui est absorbée par l'oxy et la déoxyhémoglobine. Et vous avez 3 types, ils entendaient 3 types de choses. Soit la syllabe était toujours répétée, par exemple ba 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 ba, ce que vous avez ici, soit on changeait, on passait ba 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 ga. Et vous voyez la grosse réponse quand on change de phonème. Soit on changeait la voix, et là, il n'y a pas tellement de différence avec le fait qu'on ne change pas. Donc en fait, c'est assez marrant parce que moi, je m'attendais qu'à cet âge-là, la différence de voix, c'est énorme. C'est une voix d'homme et une voix de femme. Je veux dire, il y a tout le spectre de la voix qui est différent. Et donc je m'attendais, et puis c'est porté par l'ensemble de la syllabe, donc je m'attendais vraiment à ce que la différence soit entre les voix. Par contre, la différence entre ba et ga, c'est 40 millisecondes. Donc c'est quelque chose de très subtil. Il faut un codage du temps et de la variation du signal dans le temps absolument précis pour faire ça. Et vraiment, je pensais qu'on allait commencer à 6 mois, ils n'allaient pas le faire, et on allait pouvoir suivre leur acquisition. Ben, pas du tout. En fait, et à la limite, ça se comprend, parce que le langage est tellement important dans notre espèce, ils sont bien meilleurs pour ce codage temporel que pour le codage de la voix, au moins à cet âge-là. Vous allez me dire aussi, parce qu'à 6 mois de grossesse, normalement, ils sont in utero et que les voix, ce n'est pas très important, vu que normalement, on n'entend quasiment que la voix de maman à ce moment-là. Donc, ce n'est pas la peine que le cerveau s'encombre de choses dont il n'a pas besoin. Et là, je fais un petit peu d'adultomorphisme. Et donc, pour conclure un petit peu tout ça, j'espère que je vous ai convaincu que le cerveau est organisé de régions. C'est un réseau de régions qui chacune fait un calcul différent. Cette organisation est visible dès la vie fœtale, en tout cas les grandes autoroutes de cette organisation, que les hémisphères gauche et droit se développent différemment, ce qui permet au bébé humain d'apprendre en parallèle sa langue maternelle ou d'apprendre en parallèle le langage et d'apprendre les voix, les autres, mais par son autre hémisphère. Et donc, dans toutes les espèces animales, il existe des réseaux qui sont biologiquement contraints pour préférer certains types de stimuli à d'autres. Et là, on a fait un petit peu cette expérience aussi chez des rats. Et les rats, ils discriminent les voix et pas tellement les changements temporels. Donc vous voyez, suivant les espèces, ces réseaux vont être différents et que nous avons, dans l'espèce humaine, des réseaux qui sont dédiés au langage. Vous allez me dire, c'est pas étonnant, parce que vous n'êtes pas du domaine où je suis, où on est obligé de se battre pour dire que le bébé est un petit homme déjà très organisé. Alors, aussi, je vous ai dit depuis tout à l'heure que les régions frontales, celles-là, c'est celles qui sont derrière notre front, dont on est si fier, parce que quand même, quand on regarde la différence entre un cerveau de chimpanzé et un cerveau d'humain, qu'est-ce qu'on voit? C'est bam, il y a un gros truc là devant, derrière le front. Et donc, c'est ces régions qui se développent si lentement, qui vont vous permettre de planifier à long terme, qui vont vous permettre de vous organiser, d'avoir des capacités d'abstraction. C'est un peu comme ça qu'on les décrit. Et donc, l'idée était que, en plus, comme elles se développent pendant très longtemps, elles ne devaient pas servir chez le bébé. Alors, vous avez vu tout à l'heure qu'effectivement, elles étaient... alors là, j'ai changé mon code de couleur, je suis désolée, maintenant je ne sais plus ce que je vous ai mis comme image, mais enfin, vous voyez bien que les régions primaires ne sont pas du tout de la même couleur que les régions frontales, donc vraies, elles sont immatures, on ne va pas remettre ça en cause, mais vous avez vu un petit prémat tout à l'heure.
ils ont des réponses qui vont jusque dans les régions frontales. Donc ces régions frontales sont efficaces et marchent. Et elles marchent dans plein de manips qu'on a faites. Par exemple, si je fais écouter au bébé une phrase, et puis 14 secondes après, je répète la phrase, eh bien, la région de Broca, la région inférieure frontale gauche, celle qui vous permet de vous souvenir de vos numéros de téléphone quand vous les répétez dans votre tête, donc c'est ça, c'est de la mémoire verbale, eh bien, elle est déjà aussi efficace chez le bébé, et elle lui sert à se souvenir de la phrase qu'il vient d'entendre. Alors, entendons-nous bien sur ce que je suis en train de dire. Il ne se souvient pas des mots qui sont dans la phrase, mais de l'espèce de mélodie que j'ai faite quand j'ai dit une phrase, et c'est ça dont il se souvient. Mais c'est ça qui va lui permettre d'entrer dans la parole. Alors, si par contre, on lui fait écouter ici sa langue maternelle à l'endroit où on présente les stimuli à l'envers. Alors là, ça devient quelque chose d'un peu bizarre. Quand il est, et alors, des fois, nos bébés, ils s'endorment. Vous avez des bébés qui étaient endormis ici, et puis d'autres qui sont restés éveillés. Donc, on peut comparer ce qui se passe. Nous, on fait feu de tout bois. Hein. Quoi qu'il se passe, c'est toujours bien. Et donc, les bébés endormis, il n'y a plus d'activation dans les régions frontales. Dans les régions auditives, d'ailleurs, on avait toujours une activation, même chez les bébés endormis. Ce qui explique, d'ailleurs, quand vous dormez, que vous entendez, pour les mamans, votre bébé pleurer, vous allez l'entendre. Les papas, pas toujours, je ne comprends pas très bien. Donc, vos régions temporales, elles traitent encore, enfin, dans certains stades du sommeil, elles traitent encore l'information, et c'était le cas ici. Mais les régions frontales, elles sont devenues, totalement endormies, elles ne font plus rien. Par contre, chez les bébés éveillés, vous avez une très forte réponse pour la langue maternelle, donc une très forte attention et vigilance tournée vers ce stimulus qui est sa langue maternelle. Là, alors c'est à nouveau l'expérience sur la voix de la maman et la voix de la maman du bébé précédent. Et quand le bébé écoute la voix de sa maman, il a une réponse très forte dans les régions frontales médianes, qui sont des régions de la familiarité. Si vous écoutez, vous êtes dans l'IRM, tout d'un coup on dit votre nom, ping, vous allez avoir une réponse dans cette région-là. Eh bien c'est le cas, vous voyez, la réponse est très forte pour la voix de la maman qui est en verte par rapport à la voix de la maman précédente. Par contre, dans d'autres régions, pour ceux qui sont un petit peu dans le domaine, qu'on appelle le système limbique, le système émotionnel, donc les régions orbitofrontales, donc les régions à ce niveau-là, et l'amygdale, elles répondent plus pour la voix de la maman inconnue par rapport à la voix normale. Donc là encore une balance entre familiarité et inconnu, qu'on voit à peu près aussi de la même façon chez l'adulte si je vous présente des stimuli pour lesquels vous êtes très familier versus des stimuli où vous n'êtes pas familier. Donc un système de région frontale qui est déjà efficace, qui fait déjà un certain nombre de choses, pas très différentes de l'adulte. Alors, pourquoi j'insiste tellement sur ces régions frontales ? Parce que, en fait, vous avez deux systèmes d'apprentissage. Soit vous accumulez des statistiques sur le monde dans les régions les plus, je dirais, les plus low level, enfin, pas les plus basses, parce qu'on dit les plus basses, on a l'impression qu'on les dénigre, mais non, mais c'est les régions qui sont au départ du traitement. Donc elles vont accumuler des statistiques et elles vont se spécialiser un petit peu pour les stimuli les plus fréquents autour de vous, par exemple, pour les phonèmes de votre langue maternelle. Mais il y a des régions beaucoup plus hautes qui, elles, s'orientent vers ce qui vous intéresse. Par exemple, je me suis remis en photo parce que je me suis dit comme ça, c'était directement un exemplaire de ce que vous faites. Vous allez, vous êtes en train de me voir, vous avez une information qui va monter jusqu'à ces régions frontales. Et puis, si vous êtes un adulte, comme vous êtes attentif à ce que je suis en train de vous dire, vous allez mettre en jeu tout un système d'un espace de travail central qui va vous permettre de vous orienter, de prendre l'information consciemment de ce que je suis en train de dire, d'essayer de travailler sur cette information et de diriger votre attention vers ce qui vous intéresse actuellement. Et donc la question qu'on avait, après ces expériences où on voyait ces activations frontales, c'est si en fait les activations qu'on voyait étaient simplement la conséquence d'une montée de l'information des régions les plus basses vers les régions frontales, ou si déjà le bébé était capable de renvoyer ce à quoi il était en train de penser vers les régions de plus bas niveau. Et l'année dernière est sortie une expérience assez intéressante d'une équipe américaine qui pose un petit peu cette question-là. Alors là, c'est très simple à nouveau, parce qu'on fait toujours des expériences simples avec les bébés.
On utilise la NIRS, donc ce système avec les lumières sur la tête, et ils enregistrent sur 2 régions, la région occipitale, qui est la région visuelle, ou la région auditive, temporale. Et on fait écouter au bébé, il y a un bip qui est aussitôt suivi d'un smiley. Bip, smiley, bip, smiley, bip, smiley, bip, rien. Et donc la question est de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les régions visuelles. Elles n'ont pas vu le smiley. Mais depuis plusieurs essais, vous entendez bip, smiley, bip, smiley. Donc vous avez appris une paire et vous êtes en train, normalement, de prédire que si j'ai un bip, je devrais avoir un smiley. Et donc c'est ce que vous voyez ici. Donc là, d'abord, vous avez la réponse pour les paires qui étaient effectivement produites. Donc la réponse auditive, vous étiez en train d'écouter le bip. La réponse visuelle, vous avez eu le smiley. Mais ici, c'est ça, c'est le cas qui est intéressant. Ici, vous avez bien le bip, mais pas le smiley. Et pourtant, vous avez une réponse visuelle. Donc ça veut dire que ces enfants étaient en train de prédire que s'ils avaient un bip, ils devaient avoir un smiley et de préparer leur région visuelle pour pour se préparer pour ce stimulus. Donc on a vraiment des bébés qui sont acteurs de leur apprentissage, qui dirigent leur apprentissage, qui prédisent ce qui va se passer. Et ça, c'est une des grandes révolutions de ces dernières années, c'est-à-dire on ne voit plus vraiment l'apprentissage, l'apprenti, que ce soit le bébé ou que ce soit l'enfant, comme une espèce d'entonnoir qu'on bourre de choses. En fait, le cerveau en général, mais le cerveau de l'animal aussi, tous les cerveaux sont des cerveaux qui vont prédire ce qui va se passer juste après. Et quand ils font une erreur, il y a une erreur de prédiction à ce moment-là, ils apprennent parce qu'ils doivent réajuster leur prédiction. Et c'est comme ça qu'on apprend. Alors, une autre étude qui montre un peu le même genre de choses, pour vous montrer, je vous montre un petit peu toutes ces études, comme ça vous voyez la gamme de choses qu'on peut faire chez les bébés, qui est parfois un peu farfelue, peut-être vu de loin. Alors ici, ce qu'on a fait avec Claire, c'est qu'on voulait savoir si les bébés étaient capables d'apprendre des règles. Alors c'est des bébés de 5 mois, pourquoi des règles? Parce que si je vous dis la syntaxe, c'est un ensemble de règles. Donc si je vous dis nous chantons, nous mangeons, vous voyez bien qu'il y a une règle que quand j'ai nous, je dois avoir une terminaison en on. Donc là, c'était une chose un petit peu différente. On présentait des mots comme babato, où les 2 premières syllabes sont répétées. Donc on change à chaque fois les syllabes, mais la règle, c'est les 2 premières syllabes sont répétées. Et à chaque fois qu'on a ce type de mots, le bébé voyait un poisson, les mots. Et puis, on introduisait une deuxième règle, qui était maintenant, les mots vont être avec leur première et leur dernière syllabe répétées. Et dans ce cas-là, ils voient un lion. Ils ont 5 mois. Hein. Les mots, ils changent tout le temps. D'abord, ça les intéresse, à nouveau. Je tiens à le dire, ça les intéresse. Et au bout de 36 essais, donc quelque chose qui va quand même assez vite, on commence à introduire des erreurs. C'est-à-dire qu'ils attendaient le poisson, ils ont le lion. Parce que toujours, ce qu'on cherche, c'est ces fameuses réponses de surprise, parce que ça, on peut l'enregistrer très bien avec nos méthodes d'imagerie. Et puis, comme on est un petit peu vicelard, on introduit une 3e règle qui est ABB. Pourquoi? Est-ce que vous voyez pourquoi on a introduit ABB? Parce que ils auraient pu en fait apprendre juste le fait que j'ai une répétition immédiate, c'est-à-dire que tout ce que j'ai à apprendre, c'est baba, que ça soit au début ou à la fin, baba ou pas baba. Hein, baba, je prends le lion, pas baba, enfin pas de répétition immédiate, je prends le poisson. Dans ce cas-là, ils vont être trompés par des mots comme dilulu, parce qu'il y a à nouveau une répétition immédiate. Alors, à nouveau, potentiel évoqué, le petit chapeau sur la tête, et on regarde ce qui se passe au moment où ils ont entendu le mot, et puis on n'a pas donné la bonne image. Et vous voyez les grosses différences qu'on enregistre à partir des régions donc, qui sont isolées ici, entre les essais congruents et les essais incongruents. Donc les bébés sont surpris. Ils sont surpris de ne pas avoir ce qu'ils attendaient. Il leur faut du temps, hein, c'est une seconde après. Donc allez pas trop vite avec les bébés, il faut leur laisser le temps de cogiter. S'ils sont surpris, on s'est dit, à ce moment-là, c'est qu'ils pouvaient prédire quelque chose. Donc on a regardé ce qui se passait entre le moment où on présentait le mot et puis les 1 seconde avant l'image. Et là, on voit aussi que donc, les 2 conditions où ils avaient appris l'association, donc je vous rappelle, babato ou batoba, qui sont la condition rouge et bleue, se distinguent de la condition
où on voulait les tromper en faisant « bas, toto ». OK? Tout le monde me suit? Vous inquiétez pas, ça marche. Les bébés, en fait, ils ne se sont pas fait tromper. Ils ont appris, en fait, 3 règles à la fois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les animaux, pour obtenir ce genre de choses, il faut des milliers d'essais. Là, 36 essais, ils ont le truc. Ils sont très forts. Alors, là, je passe tout à fait à autre chose. Mais je veux dire, on pense ici que ce qui se passe, c'est qu'en fait, très rapidement, ils peuvent symboliser, se représenter les choses avec un symbole, et que le poisson ou le lion, merci, représente la règle. Et en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en permanence, on utilise des signes pour représenter quelque chose d'autre. On utilise des chiffres arabes pour représenter des quantités. On utilise des uniformes pour représenter des hiérarchies sociales. Et donc, en fait, on est très apte à cette espèce d'exercice de symbolisation. Les mots sont aussi des signes arbitraires pour représenter quelque chose. Et donc, il semble que les bébés humains soient très vite capables de faire de ce genre de choses. Alors, on est en train d'explorer un petit peu cette capacité parce que, par contre, même les chimpanzés auraient beaucoup de mal à faire ce genre de choses. Enfin, c'était juste pour vous donner un petit peu un exemple de ce qui se passe. Je voudrais juste terminer par 2 choses qui ne sont pas des travaux que j'ai faits, mais que je trouve particulièrement fascinants sur un petit peu comment les bébés prédisent et ne sont pas idiots. Ça, vous vous en doutiez, mais j'aime bien vous le montrer. Alors, ça, c'est une expérience qui avait été faite il y a quelques années, où les bébés, donc c'est des bébés un peu plus vieux, vous voyez, ils ont 14 mois, ils venaient au laboratoire et ils voyaient une personne, là, qui avait une espèce de boîte devant elle, elle donnait un coup de tête et la boîte s'allumait. Vraiment, on se demande à quoi pensent les chercheurs. Hein. Les bébés revenaient, vous allez voir quelle était la question. Les bébés revenaient une semaine après, on les mettait devant la boîte, et la question c'était qu'est-ce qu'allaient faire les bébés? Est-ce qu'ils étaient des imitateurs stupides, et donc ils allaient faire comme elle, pang, un coup de tête, ou alors est-ce que, de façon beaucoup plus logique, ils allaient utiliser la main? Et donc, ce qu'avait montré la première, c'était une manip des années 80, c'était qu'en fait, les bébés étaient stupides, ils faisaient comme la dame, un coup de tête. C'est là que Gorgi Gergely, qui est un chercheur hongrois, s'est dit, mais en fait, non, ils sont supérieurement intelligents. C'est toujours le problème de nos études, c'est d'essayer de comprendre quand on a un comportement, qu'est-ce que ça veut dire derrière. Et donc, il a fait 2 choses. Il a fait venir 2 groupes de bébés. Le premier groupe, il refait la même chose que cette expérience ancienne. Et puis, un deuxième groupe où l'expérimentateur se dit « Oh là là là, comme il fait froid !» qui remet son châle autour des épaules et puis qui donne un coup de tête. Et donc, même question, que vont faire les bébés une semaine après? Alors, quand elle a les mains occupées, libres ici, eh ben les bébés font comme dans la première étude, ils donnent un coup de tête. Vous voyez, ils appuient avec la tête 70% du temps. Bon, il y en a évidemment qui se distinguent, qui appuient avec la main. Mais, ce qui est intéressant, c'est pas ça, c'est l'autre cas. Quand elle a dit « j'ai froid », donc je tiens mon châle, parce que j'ai froid, et je donne un coup de tête, à ce moment-là, les enfants utilisent la main. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les enfants s'attendent à un comportement rationnel de la part des adultes. C'est là qu'ils sont naïfs un peu. Hein. Donc, si j'ai les mains libres et que j'appuie avec la tête, c'est que ça marche que comme ça. Sinon, il n'y a aucune raison que quelqu'un de rationnel utilise la tête pour... Et donc, je fais comme elle. Je veux dire, elle m'a fait une démonstration... que ça marche comme ça, je fais comme ça. Par contre, là, je vois bien qu'elle ne peut pas se servir de ses mains, puisqu'elle est en train de tenir son châle. Et donc là, j'en déduis que ce que je dois faire, c'est, comme d'habitude, j'utilise la main. Non, mais ça, c'est important à savoir en pédagogie, parce que ça veut dire que quand on montre des histoires fausses aux enfants, en fait, ils se disent, si un adulte en qui j'ai confiance, qui est un être rationnel, je l'ai dit, fait ces choses-là, ça veut dire que c'est comme ça. Je ne comprends pas pourquoi. D'ailleurs, on me dit aussi que la Terre tourne autour du Soleil. Moi, je vois le Soleil qui fait ça et qui fait ça. Bon, pourquoi je le crois, hein. Donc, vous voyez, en permanence, on est en train de croire
des choses ou d'apprendre des choses parce que l'autre nous le dit. Et on lui fait suffisamment confiance pour dire, bon, bah, s'il nous le dit, c'est qu'il a raison de le dire, donc je le suis. Ce qui donne des cultures, hein, c'est ça qui crée les cultures. Donc les enfants ont ce biais culturel très précocement, ce biais d'interprétation que vous êtes en train de faire une chose rationnelle. Un autre exemple, toujours de la même équipe, parce que je les adore, et qu'ils font des choses intéressantes de ce point de vue-là. Alors, là, c'est un peu la même chose, c'est des bébés à peu près du même âge. Et puis, vous avez une dame qui est devant vous, une expérimentateur qui ne vous regarde pas, puis elle a 2 objets devant elle. Et puis, là, je ne sais pas si vous voyez, elle regarde en souriant le premier objet A, et puis elle regarde le deuxième objet B en faisant la grimace. Et puis après, elle lui dit « donne-moi un objet ». Et les bébés sont très logiques, ils lui donnent l'objet qu'elle aime, c'est-à-dire celui-là, celui qu'elle a aimé. Bon, ça, on n'en attendait pas moins d'eux. Ce qui se passe ensuite est plus intéressant, parce que quand vous êtes un bébé et que vous devez apprendre plein de choses, vous devez savoir si ce que vous êtes en train de voir, c'est juste une préférence de la personne qui est devant vous, ou si c'est une connaissance générale que vous devez apprendre. On a parlé tout à l'heure des abstractions, donc il faut que vous sachiez que si on me dit que ça c'est poison tout le temps. C'est pas poison parce que moi j'aime pas. Donc c'est un petit peu la question, comment un bébé sait, ou un enfant, ou un jeune enfant, sait que ce que vous êtes en train de dire, c'est une connaissance générale, qui doit s'en souvenir tout le temps, ou c'est une connaissance épisodique. C'est ça qu'ils sont en train de tester. Donc là, ils font la même chose, sauf que au dernier moment, c'est une autre personne, donc cette personne s'en va, une autre personne rentre et demande au bébé de lui donner l'objet, un objet. Elle ne dit rien, elle dit dans la main, et il va donner un objet. La différence entre les 2 situations, c'est qu'ici, la première personne n'a jamais regardé le bébé en face. Ici, elle l'a regardé en face. Et voyez la différence de comportement. Si elle l'a regardé en face, quand la seconde personne demande l'objet, on lui donne l'objet qu'elle aime. Si par contre, il ne l'a jamais regardé en face, en fait, il s'en fout. Il donne n'importe quel objet. Ce qui veut dire quoi ? À nouveau, comment est-ce qu'on interprète ces choses-là ? Si je vous regarde en face, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Je suis en train de vouloir vous donner une information. Je suis en train de vouloir vous convaincre de faire quelque chose. Je vous regarde. Je vous regarde et je vous dis maintenant, regardez ça. Si par contre je suis en train de faire mon petit business dans mon coin, que je dis que j'aime pas ça, je ne vais pas vous regarder pour vous dire que j'aime pas le jus de banane. Donc c'est un petit peu ça. Et c'est donc exploité très précocement par les bébés. C'est-à-dire tous ces signes non-verbaux sont des signes très importants qui donnent au bébé des indices en permanence sur ce qu'il doit apprendre. Bon, j'aurais pu... Je vais dire, si vous me laissez parler, j'en ai encore pour toute la nuit. Hein. Et il y a plein d'expériences, il y a plein de choses très intéressantes. Et je voudrais un petit peu, c'est ma dernière diapo, qu'est-ce que vous devez retenir un petit peu de ce qui se passe en ce moment sur le développement ? Bon, ça, j'espère que vous avez bien compris, c'est des calculs dans le cerveau, ça calcule dans tous les endroits. Et ça calcule tout, je veux dire, parce que tout à l'heure, j'étais à la radio, il me dit, ben, et les émotions ? Les émotions sont un calcul cérébral. L'amygdale est une partie de notre cerveau, donc elle fait aussi des calculs sur les émotions. Donc tout ça, c'est des calculs à des endroits différents, et il faut que toutes ces régions se parlent, et qu'elles se parlent de façon synchrone, efficace, pour avoir une bonne cognition, une bonne perception de l'émotion, un bon apprentissage. Cette organisation, elle est présente très précocement, je l'ai dit au moins 15 fois, et donc elle va permettre, il y a des contraintes dans ces réseaux pour nous permettre d'apprendre les stimuli importants dans notre espèce. Et avant d'être des stimuli culturels, eh ben, c'est le langage, c'est la reconnaissance de l'autre, c'est les quantités, c'est la reconnaissance des formes, des propriétés de la gravité, que si je fais tomber un objet, eh ben, il va tomber par terre. Et on a un certain nombre de réseaux, certains comme ceux de la physique élémentaire sont partagés avec les autres animaux, ce n'est pas du tout des propriétés humaines. Hein, je veux dire, les animaux, ils ont aussi besoin de savoir que si on lâche, ça va tomber. Donc il y a des systèmes, il y a des réseaux cérébraux qui calculent ça. Il y en a qui sont plus spécifiques à notre espèce, comme le langage. Et à partir de ces informations, l'enfant fait des hypothèses sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il ne reçoit pas, il a ces informations, il calcule et il fait des hypothèses. Si son hypothèse est fausse, il est surpris, et il va réajuster ses prédictions. Et c'est là qu'il apprend.
Et bon, bref, et voilà. On va peut-être laisser tomber le reste. Mais je voulais aussi insister sur le fait que l'enfant est curieux. Et que c'est aussi une des propriétés de notre espèce. Nous sommes curieux, nous voulons comprendre le monde, et c'est ça qui est derrière un peu tous ces apprentissages. Bon, je vais m'arrêter là, parce que sinon, comme je vous le disais, j'en ai pour des heures. Et puis, vous pouvez regarder, il y a plein sur le web de vidéos assez marrantes où on voit les bébés faire des erreurs absolument, mais qui s'expliquent toujours. C'est-à-dire que l'erreur, que ça soit d'ailleurs chez l'enfant plus grand ou chez le bébé, elle n'est pas parce qu'il fait exprès de se tromper. Il fait une erreur parce que son cerveau a fait une prédiction que ça devait se passer comme ça, et paf, ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc l'erreur est bénéfique, c'est là où on apprend, je dis ça pour les éducateurs. Voilà, merci beaucoup. Alors merci vraiment beaucoup Ghislaine pour ce voyage fascinant dans le cerveau des tout-petits. On a le temps maintenant pour des questions pour ceux qui restent et qui sont encore patients, exactement. Donc il y a plusieurs micros et plusieurs personnes qui distribuent les micros. Il faut juste nous faire signe. Alors peut-être là-bas au fond pour commencer. Je crois que j'ai explosé mon temps. Merci pour votre présentation, d'avoir daigné espérer qu'on comprenne certaines choses. Et j'ai une question naïve. Est-ce que, comme ce sont deux sciences différentes et pas complémentaires, est-ce que vous prolongez les travaux de M. Piaget, qui aurait été content de vous entendre, ou bien vous remettez en cause la plupart des choses qu'il a découvertes dans l'acquisition des connaissances des enfants moins petits? Merci. Je pense que Piaget était évidemment un grand scientifique, mais évidemment, il n'avait pas les moyens dont nous disposons actuellement. Donc, forcément, il y a des choses nouvelles. Ça marche pas le micro. Il y a des choses nouvelles et je suis sûre que lui-même les aurait réinterprétées dans son système. Le fait qu'on ait l'accès à la pensée abstraite, par exemple, semble beaucoup plus précoce que ce qu'il avait dit. Donc je pense qu'il y a les stades très hiérarchiques, et très, comment dirais-je, moi je ne suis pas une grande théoricienne, hein. Je suis pédiatre, donc je suis beaucoup plus pragmatique. Mais néanmoins, dans cette succession de stades, je crois que ça, on voit maintenant que c'est beaucoup plus emmêlé que ça, et beaucoup plus précoce que ce qu'avait dit Jean Piaget. En tout cas, par exemple... On a une question ici. J'ai une question. J'ai une question concernant l'olfaction. Avez-vous fait des expérimentations sur l'odorat? Alors, moi non. Benoît Schall en a fait beaucoup, donc, qui est à Dijon. Et il y a des expériences très intéressantes, en particulier sur les mémoires des odeurs, et notamment des odeurs venant du liquide amniotique qui sont présentes chez le jeune nourrisson et qui peuvent être même retrouvées chez l'adulte. Mais moi, je n'ai pas travaillé directement là-dessus. Mais le système, effectivement, de l'odorat est un des systèmes très présents et très importants du tout petit. Petra veut ajouter quelque chose. On vient de faire une étude effectivement avec les mêmes technologies que Ghislaine avec l'IRMF, avec des odeurs artificielles jamais senties par des nouveau-nés de 2-3 jours. Et on voit bien par exemple une odeur malodorant comme un chou un peu passé. Évoque effectivement une réponse dans les zones du cortex primaire olfactif, mais aussi une intégration dans les régions plus de réponse, même douleur ou désagrément et frontale, même en période néonatale. Donc la différenciation entre les odeurs semble effectivement aussi corticale être présente très précocement. Oui, les travaux de Benoît Schall, c'était des travaux utilisant des réponses comportementales.
Voilà, une question ici en haut. Bonsoir. Donc vous avez surtout montré, je dirais, comment le bébé traite d'informations, c'est-à-dire les apports cognitifs. Et je me demandais s'il y avait des recherches par rapport à la réceptivité affective, c'est-à-dire de quelle manière l'enfant est sensible au fait de se sentir accepté, de se sentir aimé, à la réponse affective finalement de son environnement. Non, je suis sûre qu'il y est sensible. Le problème, c'est que vous voyez, on a encore des réponses qui sont très grossières, qui demandent des groupes. Et donc ça, c'est des choses qu'on a difficulté à quantifier pour mettre dans ce type d'imagerie. Donc on sait par contre qu'il a des réponses au visage, aux émotions sur les visages, ça on le voit aussi assez vite. Et donc tous ces indices non verbaux, en fait, même l'attitude du corps, on sait qu'il y a des études aussi intéressantes sur la perception du corps, donc de comment les corps se tiennent, sur le mouvement biologique. Les bébés sont très sensibles à ça. Donc effectivement, si quelqu'un est très tendu ou ne sait pas le prendre, tout ça c'est ressenti par le bébé et ça va amener des situations d'inconfort de sa part. J'ai pas vu d'études où ça soit, parce que vous comprenez, dans ce genre d'imagerie, c'est pas vraiment mais quand on voit l'ensemble des autres choses qu'il est capable de faire et comment il intègre aussi ces informations, je n'ai pas de doute que le fait d'être accepté et d'avoir, ou pas, et d'avoir donc des attitudes corporelles de la part des uns et des autres autour de lui qui soient plus ou moins positives, c'est très ressenti par le bébé. D'ailleurs, je dois dire qu'on utilise ça beaucoup aussi nous. Je veux dire, comment est-ce qu'on convainc un bébé de rentrer dans une IRM ? Il faut qu'on soit aussi dans une acceptation, et on utilise ça pour qu'il se sente bien et que donc c'est qu'il y est sensible. Donc simplement, c'est vrai que si vous me demandez les bases cérébrales et nanana où ça se trouve dans mon schéma, je ne sais pas. Mais je n'ai aucun doute aussi que ça soit traité par le cerveau. Là au centre, oui. Est-ce qu'il est possible de savoir si, est-ce qu'on est capable de savoir si le bébé perçoit l'image de la situation dans laquelle lui a été présenté la première fois un stimulus lorsqu'on lui représente ce stimulus, ou est-ce qu'il a une vision que du stimulus à ce moment-là? Est-ce qu'il a une mémoire en fait, et de combien de temps voilà. Est sa mémoire? Et de quelle surface va-t-il réactiver pour remettre le maximum d'indices de la situation dans laquelle a été présenté la première fois le message? Alors, il y a des très vieilles expériences, hein, c'est pas forcément, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de l'imagerie pour savoir ce genre de choses. Il y a des très vieilles expériences où les enfants, revenant au laboratoire, avaient montré des indices qu'ils reconnaissaient donc le laboratoire, voire à quelques mois d'intervalle. Donc ils aient des souvenirs et il n'y a pas de doute. L'imagerie, ça dépend de ce qu'on veut voir dans l'imagerie. Moi j'utilise l'imagerie quand je ne peux pas, parce que ça me permet de me passer du comportement qui n'est pas toujours facile à interpréter chez le bébé. Je ne suis pas une fan de dire je veux à tout prix trouver que ça se passe ici ou que ça se passe là et qu'il faut une grande surface d'activation. Donc, moi, je n'ai pas travaillé là-dessus parce que ce n'est pas des questions que je pose. Je ne suis pas sûre qu'on ait besoin de l'imagerie pour tout expliquer chez le bébé, mais il y a effectivement des expériences qui montrent que les bébés se souviennent de lieux, se souviennent d'odeurs. On le disait tout à l'heure, il y a cette expérience, je crois, de Hollandais, parce qu'en Hollande, il y a une crème qu'on se met sur les seins pour ne pas avoir de... Tout le monde me souffle, mais j'entends pas, de crevasse, voilà, qui est en fait un goût de vanille. Et donc, ils ont testé des adultes, alors parce qu'ils ont pu voir, je ne sais plus, qu'il y avait eu à un moment rupture de stock, enfin, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais ils avaient un groupe d'adultes dont on était sûr que la maman ne pouvait pas avoir utilisé cette crème, et un groupe d'adultes dont, voilà. Et ils leur ont proposé à choisir du ketchup dans lequel ils avaient mis de la vanille ou pas, et donc il y a une corrélation entre le choix du ketchup vanillé et le fait que les mamans avaient... Donc il y a des mémoires à très long terme. La même chose pour la douleur. On sait que, puisque maintenant on a des observations des hôpitaux qui sont conservés depuis maintenant de nombreuses années, et donc on peut voir si des adultes ont une sensibilité particulière à la douleur en fonction des soins
et donc malheureusement des piqûres qu'ils ont eu besoin pour les soins médicaux à la naissance, et voir qu'effectivement les prises de sang au talon qu'on fait aux bébés pour pas avoir, parce qu'ils ont des toutes petites veines et que c'est un des moyens efficaces et rapides d'avoir du sang parce qu'on en a besoin pour des raisons cliniques, est corrélé avec un seuil douloureux abaissé chez l'adulte. Donc on a des mémoires implicites. Pour ce qui est de la mémoire explicite, vous savez bien qu'il y a de l'amnésie infantile, donc on ne se souvient pas, on a très peu de souvenirs de ces périodes précoces. Bon, si je parle 10 minutes à chaque fois, je suis désolée. Non, c'est très bien. Bonsoir. Je vous remercie. La question, il me semble qu'il y a des orphelinats qui avaient constaté que le manque de stimulation de la part des bébés pouvait conduire au décès. Oui, il y a eu des... Alors, je ne sais pas si... Mais oui, il y a des vieilles descriptions avec des bébés qui s'auto-stimulent en se balançant, etc., que ça aille jusqu'au décès. J'espère qu'on intervient avant. Mais il y a eu des descriptions, en particulier dans les orphelinats roumains, de situations très dramatiques. Et il y a des études intéressantes actuellement où, en fait, au moment de la chute de Ceausescu, ils ont... récupérer les enfants dans les orphelinats et un peu par la force des choses, ils ont été distribués dans des familles plus ou moins rapidement, et donc on peut avoir une corrélation entre la durée du stress de ces premiers mois de vie et le devenir maintenant qu'ils sont adultes. Et effectivement, le stress dans les jeunes années n'a non seulement un effet qui pourrait aller peut-être jusqu'au décès si on ne s'occupe pas d'un enfant, et ça ne m'étonnerait pas que l'enfant se laisse complètement aller, mais aussi avec des conséquences long terme. Mais ça, je vous apprends peut-être rien de ce côté-là. Je veux dire, c'est pas seulement là de la neuroimagerie, c'est de la psychologie étudiée depuis maintenant 30 ans. Encore quelques dernières questions. Une ici en haut, à gauche. Oui, donc vous avez dit que l'enfant, le bébé, il est sensible à la voix, au regard. L'expérience que vous aviez faite, donc la personne qui regardait d'abord le bébé et qui choisissait donc un objet, après le bébé, il choisissait le même objet et tout. Mais je me demande, donc, vos expériences, elles sont pas non plus universelles, je pense, parce que il y a des cultures où les gens ne se regardent pas dans les yeux. Oui, tout à fait. Donc après, ça marcherait plus. Donc ces résultats... Non, il y a plusieurs indices qu'il n'y a pas seulement les yeux. Il y a aussi donc, la façon dont on module la voix. Il y a le fait d'être contingent avec la réponse de l'enfant. Je veux dire, c'est comme pour les langues. On a plusieurs paramètres. Soit on a tous les paramètres, mais bon, pour les langues, c'est impossible. Je vois des linguistes distingués devant moi qui me le diraient. Soit il y a des cultures qui vont insister plus sur certains aspects que sur l'autre. Mais je crois que dans toutes les cultures, quand même, humaines en tout cas, on est attentif à l'enfant à un moment, et l'enfant sait qu'on est en train de lui enseigner quelque chose. Ce qui n'est pas vu du tout chez l'animal. Par exemple, les chimpanzés, les petits chimpanzés, on les voit imiter la maman et prendre un caillou pour casser des noix. Mais jamais la maman regarde si son petit fait bien. Et je pense, enfin, bon, sous la réserve de gens qui connaissent ces cultures, et je sais qu'il y a des travaux aussi là-dessus, je ne pense pas qu'aucune culture délaisse totalement ses enfants et ne regarde jamais ce qu'ils font. Alors, ils ne le font peut-être pas en regardant directement dans les yeux, parce que c'est culturellement pas ce qui est fait dans cette culture, mais il y a d'autres indices qui montrent que les parents s'intéressent à ce que fait l'enfant et que l'enfant sait que ses parents s'intéressent à ce qu'il est en train de faire et lui donnent des indices pour le faire. Donc c'est vrai que, comme pour la description chez l'adulte, on est très biaisé par le fait que la majorité des expériences sont quand même faites en milieu occidental, en plus anglophone, parce que les sciences cognitives sont beaucoup plus développées aux États-Unis et en Angleterre que dans les pays non anglophones, même si maintenant et quand même occidentaux. Donc c'est sûr que peut-être ce qu'on présente comme étant des universaux sont biaisés. En tout cas pour un certain nombre. Je ne pense pas sur les aspects les plus fondamentaux, le fait qu'on soit pédagogique par exemple, mais sur le fait qu'on utilise le regard, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est peut-être tout à fait culturel. Une dernière question, tout en haut.
Et quand vous étiez venu il y a quelques années, vous aviez dit qu'un enfant peut très bien apprendre 2 ou 3 langues pourvu que ça ne le surcharge pas. Des fois, une famille peut avoir des raisons pour qu'un enfant entend 3 ou 4 langues. Par exemple, une maman qui a 2 langues maternelles qui lui parle, le papa une autre langue et puis la nounou l'anglais. Quels seraient les signes si jamais c'était trop pour l'enfant? Quels sont les signes? C'est peut-être manque de sommeil, enfin insomnie ou indigestion. Qu'est-ce qui pourrait être les signes que ce serait trop pour l'enfant? Je veux dire, c'est des questions difficiles. Je pense pas. Je pense que c'est comme partout. Si vous surchargez l'enfant, vous allez avoir des réponses. 2 langues, 4 langues, il va se débrouiller, il va faire quelque chose. On est très, très fort avec les langues. Je ne sais pas, Luigi, qu'est-ce que tu dirais, 4 langues? Ça te semble être un problème? Il n'y a pas de raison précise de mettre une limite. Non, je crois que c'est... les enfants se débrouillent assez bien, séparent les langues. Il y a beaucoup de pays, enfin la Suisse en est peut-être un exemple, mais où il y a plusieurs langues qui sont parlées en même temps. On a de plus en plus de migration avec des gens qui utilisent plusieurs langues. Sauf s'il y a un trouble un risque de trouble du langage ou une lésion cérébrale ou je ne sais pas quoi, moi je laisserai faire. Après c'est comme toujours. Si les parents sont alarmés parce qu'il se passe quelque chose, il faut consulter. Mais je ne pense pas qu'il y ait de surcharge comme ça a priori. Comme je ne sais pas qui est la personne qui me parle. Très bien, je vous propose qu'on remercie encore une fois Raphaël. Merci. Et merci à vous d'être venus aussi nombreux pour assister à cette conférence et d'avoir posé autant de questions. Et très bonne soirée. Merci.